Bienvenue dans un nouvel épisode du Haut dans Toc et surtout dans l'épisode numéro 1 de ma série Où en sont les droits des enfants au pays des droits de l'homme. Je travaille sur cette série depuis un bon moment et elle va occuper la chaîne pendant un bon moment. L'éducation et l'enfance sont des sujets qui m'ont toujours intéressée et encore plus ces derniers temps où je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. Il me tenait à cœur d'en faire quelque chose et de partager ce que j'avais appris et d'ouvrir la discussion. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec une question forte à laquelle je suis sûre énormément de gens ont une réponse, à savoir, l'enfant roi, mythe ou réalité ? Partout, on entend parler des enfants rois, des enfants qui décident, qui font ce qu'ils veulent. Les enfants seraient devenus ingérables parce qu'on leur cède tout. Dans notre société, il ne manquerait plus de rien. Mais est-ce que la raison de ces comportements difficiles ne serait pas ailleurs ? Est-ce que tous leurs besoins sont bien remplis et tous leurs droits bien respectés ? C'est ce qu'on va étudier à travers cette série de vidéos. Dans une série numérotée de 1 à 8, on parlera de la vision des enfants en France, de l'adultisme et des autres formes de discrimination subies par les enfants, des violences éducatives ordinaires, de l'école et des apprentissages, du jeu, de l'autonomie et de l'investissement de l'espace public par les enfants, de la justice qui les protège et qui les punit, et de la période spécifique qu'est l'adolescence. Et en parallèle, dans une série lettrée de A à M, on décortiquera les droits des enfants inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Je traiterai presque uniquement de la France parce que le sujet des droits de l'enfant est vaste, qu'il dépend énormément des contextes et des cultures, et que mon contexte à moi, c'est la France, et que je ne veux surtout pas faire de raccourcis, ni parler d'eux ou juger ce que je ne connais pas. Et parce que, vous allez le voir, il y a bien assez à réfléchir chez nous. Non mais le prends pas dans tes bras là, enfin tu vas en faire un capricieux. Montre-lui qui décide, c'est quand même pas les mômes qui vont faire la loi. Non mais attends, si tu le laisses faire là, tu vas te faire bouffer hein. Aujourd'hui, l'enfant est roi. L'enfant fait ce qu'il veut et malmène les adultes autour de lui. Ses parents, ses grands-parents, ses professeurs. Si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai, non ? Commençons par parler de l'image de l'enfant dans la tradition judéo-chrétienne. Dans notre société, l'enfant est mauvais par essence. Après tout, c'est ancré dans nos représentations depuis les textes de la Bible. Dans les livres antérieurs aux évangiles, la violence à l'égard de l'enfant est expressément recommandée. Il en est question dans 3 livres de la Bible. Les proverbes considèrent les châtiments corporels non pas seulement comme utiles, mais comme indispensables. Il est dit « Celui qui ménage les verges est son fils, mais celui qui l'aime le corrige de bonne heure. Tant qu'il y a de l'espoir, châtie ton fils, mais ne va pas jusqu'à le faire mourir. La folie est ancrée au cœur de l'enfant, le fouet bien appliqué l'en délivre. » L'Ecclésiastique, livre plus récent que les proverbes, n'est pourtant pas plus tendre. Qui aime son fils lui prodigue le fouet. Plus tard, ce fils sera sa consolation. Cajole ton enfant, il te causera des surprises. Joue avec lui, il te fera pleurer. Fais-lui courber l'échine pendant sa jeunesse, meurtris-lui les côtes tant qu'il est enfant, de crainte que, révolté, il ne te désobéisse et que tu n'en éprouves de la peine. On voit que, sur une dizaine de siècles, l'éducation biblique considère les châtiments corporels comme une partie essentielle de l'éducation, et même comme un moyen de prévention des désobéissances. Dieu lui-même est constamment présenté comme un père aimant, certes, mais un père qui, parce qu'il aime son enfant, le châtie pour le corriger. Oui, Yahvé te corrige comme un homme corrige son fils. La discipline de Yahvé, mon fils, ne la repousse pas. Ne dédaigne pas son exhortation. Oui, Yahvé exhorte le fils qu'il aime comme un père le fils qu'il agrée. Et toute l'histoire du peuple juif, telle que le décrit la Bible, est une succession de fautes de l'homme et de châtiments infligés par Dieu. Bannissement hors du paradis, déluge, traversée du désert, etc. On voit bien ici que la violence éducative, loin d'être un fait marginal dans notre culture, est un fait central placé au cœur des croyances de la civilisation judéo-chrétienne. Mais une fois adulte, il n'y a plus que Dieu qui nous punit, et encore si on est croyant. Les adultes ne sont plus traités de cette façon. Alors, pourquoi les enfants, que nous avons pourtant tous et toutes été, continuent à être traités comme des nuisances ? C'est très rare, si vous voulez, quand on fait l'objet d'une discrimination, de passer d'un camp à l'autre. Si vous faites l'objet de discrimination ethnique, vous n'allez pas transformer votre ethnie au cours de votre vie. Par contre, quand vous êtes né enfant, à un moment donné, vous passez du côté des dominants. Vous devenez adulte. Et la plupart des gens, c'est un mécanisme de défense psychologique classique, la plupart des gens essayent de s'éloigner le plus possible de ces mauvais souvenirs d'enfance. Donc ils essayent comme ça de mettre l'enfant en eux très très loin et de surtout pas avoir d'empathie pour l'enfant, mais de plutôt s'intéresser aux adultes. Ils associent en fait tout ce qui est enfance à un vécu un petit peu d'humiliation, de médiocrité. Ils ont intégré comme ça ce stigmate.
Et donc, ils ont assez peu d'empathie quand on parle des difficultés des enfants. Donc, ils vont réagir en disant « Oh là là, non mais n'importe quoi, ils sont gâtés parce qu'ils sont enfin dans le camp de ceux qui dominent et ils ont beaucoup de mal à s'identifier à la victime à nouveau. C'est suivant ce postulat que se développe la tendance No Kids. Des hôtels, des restaurants, des clubs de vacances et autres espaces réservés aux adultes et excluant les enfants. Vous en avez forcément déjà entendu parler, ne serait-ce qu'à travers le bad buzz de la SNCF et ses wagons premium il y a quelques mois. Mais ce n'est pas un cas isolé. À Maison Lafitte, dans les Yvelines, des voisins se sont plaints du bruit que faisaient des enfants dans la cour de récréation de leur école Montessori. En juin 2025, le tribunal judiciaire de Versailles leur a donné raison. L'utilisation de la cour de récréation a été interdite avec exécution immédiate. Pourtant, la récréation est un besoin fondamental des enfants. Ce n'est pas juste une pause, mais une condition essentielle pour leur permettre de grandir et de s'épanouir. Ils ont besoin de bouger, de courir, de crier et de s'oxygéner entre les cours. C'est aussi dans la cour de récréation que les enfants apprennent à vivre ensemble, coopérer, tisser des liens sociaux, et c'est à ce moment-là qu'ils sont en contact avec la nature, ce qui est connu pour favoriser la créativité, réduire le stress et soutenir la santé mentale. Cette décision est d'autant plus absurde qu'un rapport du HCFEA alertait récemment sur le manque d'accès à l'extérieur qui devient la norme depuis le plus jeune âge. Les enfants, habitués à évoluer à l'extérieur, grandissent privés d'expériences sensorielles et motrices essentielles à leur développement. La récréation reste encore l'un des rares moments pour beaucoup d'enfants où ils sont dehors. Cette affaire est un exemple parmi tant d'autres d'une tendance inquiétante, une société urbanisée qui sacrifie les espaces de jeu et préfère le silence des enfants à leur joie, l'essor des espaces no kids, comme je vous le disais, une intolérance croissante au bruit, au désordre, et une vision du monde où l'adulte a tous les droits et l'enfant doit s'effacer. Comme s'il n'était pas lui aussi un citoyen à part entière. Mais on comprend tout à fait que ce genre d'offres et de situations existent dans une société où il est tout à fait commun d'entendre « moi, j'aime pas les enfants ». Pour introduire ce sujet, je vous propose une vidéo du podcasteur Papatriarcat sur son compte Instagram. Si t'as déjà dit « je déteste les enfants », reste ici, j'ai un truc à te dire. Promis, je suis sympa. « Je déteste les enfants », c'est une phrase que beaucoup d'adultes disent, sans gêne, ou parfois sur le ton de l'humour. Mais si on prend un peu de recul, cette phrase pose un vrai problème. Parce qu'être enfant, ce n'est pas juste un trait de caractère. Ce n'est pas un comportement ou une opinion avec laquelle on pourrait ne pas être d'accord. Les enfants, c'est un groupe social. Un groupe défini par son âge, sa dépendance, sa maturité en construction, et sa place très limitée dans la société. Je déteste les enfants, ce n'est pas juste dire « je n'aime pas le bruit » ou « je suis mal à l'aise avec certaines situations ». C'est se permettre de dire qu'on déteste tout un groupe de personnes déjà désavantagées par le système, tout simplement parce qu'il n'a pas de pouvoir, pas de représentation politique, pas de crédibilité sociale et très peu de droits respectés. Avec les enfants, ça passe parce que la société française les considère encore comme des êtres inférieurs qu'on doit juste supporter. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément aimer être parent ou aimer la parentalité qu'on nous propose dans nos sociétés. Ni aimer le bruit, ou vivre avec des enfants, ou ni même en vouloir. On a tout à fait le droit de dire « moi je me sens dépassé » ou « je me sens mal à l'aise ». Mais dire je déteste les enfants, ça normalise l'idée qu'il est acceptable de mépriser tout un groupe social, surtout un groupe vulnérable, alors que nous, adultes, avons la charge du respect de leurs droits. Du coup, si t'as déjà prononcé cette phrase, ou si tu connais quelqu'un qui l'a fait, j'invite à poser cette question. Pourquoi cette phrase me semble normale? Et qu'est-ce qu'elle dit de la place qu'on accorde aux enfants dans la société? Alors, on pourrait transposer la phrase pour parler d'un autre groupe, pour que ce soit plus choquant, mais je ne vais pas le faire parce que selon moi, la phrase devrait être choquante en elle-même, et parce que je trouve très malvenu de se servir de l'oppression d'un autre groupe pour servir son propos. À la place, je vous propose une autre vidéo Instagram, cette fois-ci du compte NanaBD75, qui utilise un raisonnement par l'absurde, plus amusant et moins offensant. Je déteste les adultes. Je suis désolée, j'ai le droit de le dire quand même. Moi, je n'ai pas d'adulte. Donc pourquoi est-ce que je devrais supporter le comportement des adultes alors que je n'en ai pas? Je n'ai pas fait d'adulte, pourquoi je dois supporter ça? Ils sont bruyants dans les transports en commun, il y en a qui sentent mauvais, ils parlent super fort, ils sont insolents, malpolis, ils sont toujours en train de mentir et d'essayer de manipuler. Pourquoi est-ce qu'on doit supporter ces gens-là? Et on va me dire que je suis intolérante, mais je suis désolée, ils sont insupportables les adultes. Moi j'aimerais qu'il y ait des espaces sans adultes, qu'on n'ait pas à supporter ces gens-là en fait. Ils sont insupportables, pourquoi est-ce qu'on doit supporter les adultes? Qui restent chez eux en fait, au lieu de sortir dans les espaces publics et d'énerver tout le monde. Et je suis désolée, les adultes sont hyper mal polis. Je ne sais pas qui a élevé ces gens-là, mais ils sont mal élevés. Mal élevés. Et cette manie de venir toucher les enfants dehors en mode « Oh, t'es trop mignon !» Pourquoi ils font ça les adultes? Non, vraiment, les adultes, je ne peux pas. Genre, faisons une société sans adultes. Comme l'illustre bien cette vidéo,
On tolère des choses comme celle-ci et d'autres choses bien plus graves sur les enfants, alors qu'on ne les accepterait jamais sur un autre groupe de personnes. Pourtant, c'est quand on est enfant qu'on construit son rapport au monde, aux autres et à soi-même. Un enfant dont les droits sont niés, à qui on ne donne pas la parole, dont on ignore les sentiments et les droits, et qui ne participe pas aux décisions, ne devient pas du jour au lendemain un adulte émotionnellement intelligent et sûr de lui. Il devient un adulte qui a appris qu'il n'avait pas de valeur et pas de pouvoir. Et cet adulte ne saura pas se défendre contre un employeur, un bailleur ou des lois abusives, ou encore communiquer efficacement avec d'autres adultes et encore moins avec des enfants en cas de conflit. Et cet adulte devenu parent, professeur, éducateur, éduquera les enfants de la même façon, reproduisant le même schéma. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit plus facile pour les nouvelles générations, pas vrai ? Pourtant, cette vision de l'enfant n'est pas innée, elle n'est pas évidente ni la seule possible. Elle est culturelle et construite. On va parler du filtre de la méfiance et l'expliquer tout de suite avec des exemples concrets. C'est Marion Querc, experte de l'enfance en France et en Suède, qui parle du filtre de la méfiance et du filtre de la confiance. En France, notre mode par défaut est de se méfier des enfants, de considérer qu'ils cherchent en permanence à tromper les adultes. On envisage la relation à l'enfant comme un rapport de force. Si l'enfant prend le dessus, l'ego de l'adulte en prend un coup. Il y a des angoisses de supplantation, c'est-à-dire de se dire que va-t-on faire de ce jeune, de ce petit être qui sera un jour plus fort que moi, qui me survivra, qui serait en mesure même de me battre physiquement, si vous voulez. Donc il y a ces angoisses-là autour des enfants, mais il faut voir que ces angoisses, elles existent dès lors qu'on a des groupes dominés et des groupes dominants. On a des angoisses de supplantation par des immigrés, quand on parle de racisme. On a des angoisses de supplantation de femmes qui sont pensées comme très puissantes ou comme des sorcières, comme castratrices, etc., quand elles demandent des droits. Donc finalement, c'est surtout des angoisses de changement et de perte de pouvoir. Donc ça fait très très peur aux adultes de perdre du pouvoir vis-à-vis des enfants. Parce que quand on a du pouvoir, en général, c'est assez naturel de vouloir le garder. Mais en Suède, c'est le filtre de la confiance qui prime. On choisit de voir les enfants de manière positive, de leur faire confiance et de les croire. À travers un post Instagram de comparaison, Marion Querc montre qu'un enfant élevé à travers le filtre de la confiance aura plus facilement tendance à dire la vérité. Ça s'est cassé tout seul. Ah bon? Oui, Ici, on a une enfant qui a cassé un petit objet et qui a un peu honte de l'avouer. pas moi. C'est pas toi. C'est le dragon. Ah non, On sent une adulte agacée, irritée, le dragon ça marche pas. Il a déjà mangé ton yaourt au chocolat, il va pas casser ça en qui plus. se sent personnellement attaquée. Tu me prends vraiment pour une imbécile. C'est là encore le reflet du filtre de la vision de l'enfant de la méfiance, une grille de lecture des comportements des enfants culturelle en France, quand on se sent précisément pris pour des imbéciles par les enfants, Est-ce que tu crois que je rigole là? conduisant à une posture verticale qui renforce encore davantage l'embarras de l'enfant. Qui a cassé ça? Je sais pas qui. Et les dizaines de milliers de likes, quand cette scène elle ne semble pas gêner grand monde, bien au contraire. Jag kollade i väskan och den blå sprayen som var din var öppnad och någon hade sprayat med den. Ici aussi on a un enfant suédois qui a ouvert un spray de couleur, et quand son papa lui demande si c'était lui, Gjorde du det? il dit que non. Nähä, vem var... Vem? Ja. Jesus, de ma compis. L'enfant accuse au contraire un personnage imaginaire lui aussi. Mais ce qui change tout ici, c'est la réaction de l'adulte, Jesus! Jesus, dumma kompis! qui est littéralement mort de rire. Och hur såg han ut? Et il rentre dans l'histoire. Han har en krona. Okej. Två. Encore une sympathique illustration du filtre de la vision de l'enfant de la confiance, qui est la grille de lecture des comportements des enfants majoritaire en Suède, hégémonique. Jag trodde det var du som hade först sprayat, men vad skönt att det sket ut. Quand ce papa ne cherche pas à tout prix à faire avouer à l'enfant. Du har ju faktiskt berättat någonting för mig. Plus tard, c'est même le petit garçon qui fait la démarche. Vem var det egentligen som sprayade den där blå sprayen? Ja, det var ju du! L'adulte le félicite de son honnêteté, Du har ju kommit och erkänt dig i efterhand. parce que si on pense que de presser les enfants comme des citrons, ça va les rendre honnêtes, on se trompe. Vart är sketus nu då? Han finns inte. Finns han inte? Tittade du på det? Un enfant qui invente des histoires, c'est parfaitement normal. Et la vérité, il ne pourra la dire que quand il ne se sent pas jugé. Väldigt ärligt av det i alla fall. Et cette ambiance de non-jugement, c'est à nous adultes de la permettre. Parce que l'adulte a confiance en lui, l'enfant a confiance en l'adulte. Tandis qu'un enfant élevé à travers le filtre de la méfiance a plutôt peur de l'adulte.
Si en France, un bon enfant est un enfant calme et sage, en Suède, un bon enfant est un enfant qui questionne l'autorité et qui n'a pas la langue dans sa poche. Fifi Brin d'Acier, personnage de dessin animé qui est une petite fille débrouillarde au fort caractère, est une icône nationale. Et d'ailleurs, pour en revenir à la SNCF, en Suède, pas de wagons sans enfants. Au contraire, dans les pays scandinaves, en Suisse et en Allemagne, il existe même des espaces pensés pour les enfants dans les trains, comme le montre ce reportage du journal 20 minutes. Avec son offre excluant les moins de 12 ans, la SNCF fait polémique, mais qu'en est-il à l'étranger ? Accusée de surfer sur la tendance No Kids, la SNCF fait face à de nombreuses critiques. Et pour cause, à l'étranger, des compagnies ferroviaires préfèrent au contraire soumettre une offre adaptée. En Allemagne par exemple, la Deutsche Bahn propose plusieurs surprises pour les enfants dans ses trains longue distance. Une figurine offerte à chaque enfant jusqu'à 14 ans, des magazines comprenant des coloriages disponibles gratuitement et l'accès à un portail numérique dédié pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou écouter des livres audio. L'entreprise ferroviaire publique propose aussi plusieurs menus enfants et met à disposition un micro-ondes pour réchauffer les aliments pour bébés. Certains trains proposent même des espaces de jeux dans des voitures dédiées. Et l'Allemagne ne fait pas figure d'exception. En Finlande, la compagnie ferroviaire publique dispose d'un wagon aménagé en espace de jeu avec un toboggan et des livres, mais aussi des places assises pour les parents. Dans les trains de nuit, des cabines couchettes peuvent également accueillir certains lits parapluies pour enfants. En Suisse aussi, les trains grandes lignes disposent d'une voiture famille. Certains compartiments présentent également des tables recouvertes de jeux de société et proposent des tables rabattables pour ranger les poussettes. Ça semble quand même super, non ? Mais alors, si on veut tendre à ça, comment est-ce qu'on déconstruit le filtre de la méfiance ? Pour commencer, essayons de comprendre comment est-ce qu'on l'a construit, ce filtre de la méfiance. On l'a vu, il est hérité de la Bible et de la tradition judéo-chrétienne. Mais il se base aussi sur deux phénomènes parallèles qui se jouent quand on interagit avec un enfant. L'adultisme et l'adultomorphisme. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'adultisme ? C'est une forme de discrimination envers les enfants. Comme toutes les formes de discrimination, c'est un système de pouvoir. Dans l'adultisme, ce système de pouvoir se joue donc entre les adultes et les enfants. On considère que les adultes sont naturellement supérieurs à l'enfant. Cela se manifeste par le mépris de leurs paroles ou de leurs sentiments, la négation de leurs droits, des décisions prises sans eux et des violences dites éducatives. Si vous avez déjà entendu des phrases comme « t'as pas de raison de pleurer, t'as tout ce que tu veux, t'as pas de raison d'être triste » ou encore « un enfant c'est pas fatigué » ou bien « c'est moi l'adulte, j'ai raison » ou « c'est moi l'adulte, c'est moi qui commande », ben c'est ça, on est en plein dedans. Un enfant n'est pas vu comme un sujet, comme un citoyen à part entière, mais comme un objet qui est la propriété de ses parents. C'est-à-dire que ce qui est important, je trouve, dans le travail de Léa Benoît, dans son livre Infantisme, et c'est une chose que l'on a abordée, mais très très peu, mais qui est fondamentale à mon sens, c'est l'instinct de propriété. C'est-à-dire que dans les colonies pénitentiaires, l'enfant est la propriété réelle de l'État français, et la propriété des gardiens, et la propriété de la justice pénale française, et sera plus tard la propriété du bagne et la propriété de l'armée. Mais même chez les enfants sympathiques, même avec les parents formidables, l'enfant est une propriété. C'est-à-dire que même s'il est bien traité, souvent, l'enfant est une propriété. Écoutez quand une maman dit « il m'a fait une grippe ». Comment ça, il m'a fait une grippe ? Il a une grippe. Ce n'est pas à toi qu'il a fait la grippe. Il m'a encore fait un rhume. Il m'a fait, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, même si ce sont des parents formidables, il y a toujours un moment donné où il y a cet instinct de propriété, animal ou je ne sais quoi, mais en tout cas qui fait que l'enfant, dès la naissance, n'est pas libre dans la tête de tous, même des parents aimants, sympathiques, etc. Mais en tout cas, chaque fois qu'il se passe quelque chose avec cet enfant-là, c'est un peu moi que l'on touche. Et l'âge de raison, ce mot terrifiant, à 7 ans, l'âge de raison. C'est-à-dire qu'il a un petit peu moins ma propriété, il pense un peu plus par lui-même. C'est-à-dire que, mais même les gens formidablement adorables, il y a toujours un moment où tu parles pas à table quand même parce que ça ne se fait pas, ou tu donnes pas ton avis forcément, ou tu ne peux pas comprendre. Et là, effectivement, c'est un abédissement de l'enfant et un rappel à l'enfant que tu n'es pas toujours, mais tu n'es que l'objet de la maison. Il y a la maison, il y a le chien, il y a l'enfant, il y a tout ça. Et il y a aussi souvent, malheureusement, la femme qui fait partie de l'objet masculin et l'objet du père. Ce sont ces objets de vie, de vie et d'autorité. Et on peut citer d'autres exemples forts. Par exemple, on considère qu'il faut apprendre la frustration aux enfants. Les adultes pensent que les enfants ne connaissent pas la frustration et qu'il faut à tout prix leur apprendre. Frustrer quelqu'un, c'est le priver d'un bien, d'un avantage dont il croyait pouvoir disposer et qu'il pensait posséder.
Mais les enfants ne vivent pas au pays des bisounours. Ils sont victimes de violences, d'injustices, de deuil, de séparation, d'abandon, de précarité, de discriminations diverses, tout comme les adultes. Donc, tout comme les adultes, la vie leur apprend déjà la frustration. Penser qu'un enfant aurait naturellement besoin qu'un adulte lui apprenne volontairement la frustration, c'est adultiste. L'adulte confond un besoin de frustration et un besoin de sécurité, et l'adulte instrumentalise la frustration pour imposer sa supériorité. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, le post Instagram de Claire Bourdi que je viens de vous lire contient aussi des exemples concrets de situations où ça s'applique. Autre exemple de papatriarcat, si un adulte va voir son médecin en lui disant qu'il dort mal, le médecin ne va jamais lui répondre « laisse-toi pleurer 10 minutes, ça va passer ». Mais quand un enfant dort mal, on dit qu'il manipule l'adulte, qu'il doit apprendre ou qu'il faut le laisser pleurer. Pourtant, un enfant ne manque pas de volonté, seulement de maturité. Et comme pour un adulte, s'il ne dort pas, c'est qu'il y a une raison. Mais même si tous ces exemples montrent qu'on considère l'enfant comme un sous-humain par rapport à un adulte, paradoxalement, on applique aussi l'adultomorphisme. Qu'est-ce que c'est l'adultomorphisme ? C'est le fait de croire que les enfants pensent comme des adultes en miniature. L'adultomorphisme correspond à un biais de perception et d'attribution. L'adulte utilise ses propres schémas cognitifs pour comprendre l'enfant, au lieu de tenir compte de son niveau de développement. En gros, l'adultomorphisme, c'est quand on attribue à un enfant des pensées, des intentions ou des raisonnements comme s'il était un adulte. En particulier, l'idée que l'enfant manipule l'adulte en permanence. Pourtant, l'enfant a des capacités de contrôle émotionnel et attentionnel qui ne sont pas encore acquises. Il ne peut pas raisonner comme un adulte, il n'a pas les mêmes ressources et il ne peut pas s'autoréguler de la même façon. Pour faire simple, d'un côté, on considère les enfants comme moins capables, moins intelligents et ayant moins de droits que les adultes, et d'un autre côté, on pense que les enfants seraient quand même capables des mêmes raisonnements et des mêmes intentions que les adultes. Pourtant, les enfants sont intelligents, les enfants sont capables, mais à leur niveau de développement. Avant un certain âge, un enfant n'est pas capable de manipulation. Et donc ce qui découle de tout cela, c'est que souvent on ne considère pas les enfants comme détenteurs de droits. Il existe des droits de l'enfant qui sont presque constamment bafoués, comme le droit à l'intimité, au consentement ou à l'autonomie. Pourtant, tous ces droits appartiennent aux enfants et sont inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été ratifiée par la France en 1989. Vous avez peut-être l'impression que le fait que les enfants aient des droits est évident et qu'ils sont respectés en France, mais je pense que le début de cette vidéo a déjà commencé à vous montrer que ce n'était pas le cas. Et si vous en doutez encore, croyez-moi, dans cette série de vidéos, on va constater que de nombreux droits des enfants sont bafoués volontairement ou involontairement tous les jours en France. Et alors, cette Convention internationale des droits de l'enfant, qu'est-ce qu'elle nous dit ? D'abord, c'est un traité international adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Ratifié par 196 États, la CIDE est le traité relatif aux droits humains le plus largement adopté dans le monde. En fait, les États-Unis sont le seul pays au monde à ne pas l'avoir ratifié. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils veulent pouvoir continuer à appliquer la peine de mort aux mineurs. En France, on a donc ratifié ce texte en 1989. Mais est-ce qu'on le respecte ? Bon, là, je me répète un peu, je vous l'ai déjà dit, c'est pas vraiment le cas. La CIDE est composée de 54 articles. Ils mettent en avant 4 principes fondamentaux concernant les enfants. Ces 4 principes sont la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, survivre et se développer, et le respect des opinions de l'enfant. Ils peuvent être résumés en 13 droits. Le droit à l'identité, le droit à l'égalité, le droit à l'éducation, le droit de jouer et d'avoir des loisirs, le droit de ne pas faire la guerre ni la subir, le droit d'avoir un refuge, d'être secouru et d'avoir des conditions de vie décentes, le droit à la santé, le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'information, d'expression et de participation, le droit d'avoir une famille, d'être entouré et aimé, le droit à une justice adaptée, le droit à une protection contre les violences, la maltraitance et toute forme d'abus, et le droit à une protection contre toute forme de discrimination. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je lis cette liste, je peux déjà vous dire comment la moitié de mes droits n'ont pas été respectés dans mon enfance. Mais comment c'est possible ? Tout simplement parce qu'on ne dit pas aux enfants qu'ils ont des droits. Alors oui, à l'école on leur parle des droits des enfants, mais de quelle façon est-ce qu'on le fait ? Dans une école qui nie déjà leur droit à la liberté d'expression, d'information et de participation. Dans une école qui ne garantit pas leur droit à l'égalité, leur droit de jouer, leur droit à l'éducation et leur droit à la protection contre les violences et les discriminations. Dans une école dans laquelle on leur parle surtout des pauvres enfants qui vivent la pauvreté, la famine ou la guerre bien loin de chez nous. Par exemple, quand j'étais petite, j'écoutais un CD pour enfants qui s'appelle « C'est le droit des enfants ». C'est un CD de Dominique Dimet, sorti en 1999. La première version de cet album, celle que je connaissais, n'inclut aucune chanson qui pourrait concerner un enfant français, donnant donc l'impression que nos droits en France sont respectés et que ce sont forcément de pauvres enfants dans d'autres pays plus malheureux qui n'auraient pas cette chance. En 2001, une nouvelle version de l'album sort quand même, avec des chansons concernant le handicap, l'inceste et la maltraitance. Mais je ne l'ai jamais entendue quand j'étais enfant.
Et une nouvelle chanson ouvre quand même cette version de l'album avec la phrase « Je suis née dans un pays où je mange quand je veux, où je grandis heureux. Mais toi, tu cours après la vie, pour de l'eau, pour du riz, malgré tout tu souris. » réitérant quand même cette différence entre la France et d'autres pays plus malheureux. Bref, on parle aux enfants des droits qui nous arrangent. Claire Brisset, ancienne défenseuse des droits et directrice de l'information à l'UNICEF, disait qu'en effet, il n'est pas du tout évident pour les adultes de considérer que les enfants ont des droits. Il n'est pas du tout spontané pour les adultes de considérer que les enfants ont des droits. Il suffit de les interroger pour s'apercevoir qu'on entend tout de suite parler. Oui, mais ils ont aussi des devoirs, etc. Comme si l'un allait sans l'autre. Mais une résistance qui a été séculaire et même multiséculaire, si on remonte dans l'histoire de l'humanité, on voit que les droits des enfants, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour les adultes et que c'est donc une construction. Si on regarde l'histoire, on s'aperçoit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, qui pourtant avait vu des enfants massacrés en masse, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne mentionne pas les droits de l'enfant. Elle mentionne les droits des êtres humains, mais pas les droits de l'enfant, comme si les enfants n'étaient pas des petits humains. Il a fallu attendre encore longtemps, 1959, et puis maintenant, ensuite, vraiment la création, 1989. Et puis, on parle aussi aux enfants des droits qu'on connaît, parce qu'il y a de grosses lacunes dans ce domaine, également chez les adultes. En 2024, on estimait que 78% des enfants et 50% des adultes ne connaissaient pas les droits des enfants. Et ce que je pense, c'est que les enseignants peuvent être vraiment des agents du progrès des droits de tous les enfants, ceux qui vont mal, ceux qui vont bien aussi. Et là, il y a une culture à développer au sein de l'éducation nationale française, à mon avis, ce qu'on voit quand même pas mal à l'étranger. Je pense que l'éducation nationale française, là, et j'ai passé quelques années dedans aussi, je pense qu'il y a une culture des droits de l'enfant à y développer. En tout cas, la notion circule, Adeline Hazan. C'est quand même aussi à l'école qu'on en entend parler. Oui, mais justement, Mais pas je suis complètement d'accord avec ce que dit Claire Brisset. Si la notion de droit de l'enfant, elle commence à exister, à l'éducation nationale, elle existe quand même pas beaucoup, parce que justement, ceux qui parlent des droits de l'enfant dans l'éducation nationale, ce sont souvent les personnes extérieures. Vous l'avez dit, vous le faites à l'étranger. Nous, on le fait régulièrement avec ici, et notamment avec nos ambassadeurs et nos jeunes ambassadeurs qui vont parler aux élèves de leurs droits, mais souvent les élèves, ils ne savent pas. Et ils ont des droits, les enseignants moyens. Et donc, nous, ça fait partie de notre plaidoyer que de dire il faut absolument que dans les programmes de l'éducation nationale, ce soit inscrit les droits de l'enfant et pas seulement ce que nous, on avait, c'est-à-dire éducation civique vaguement, mais vraiment d'expliquer aux enfants qu'il y a un texte qui leur donne le droit de ne pas être frappé, de ne pas être incesté, de pouvoir avoir un logement, etc. Et qu'ils le sachent. Il y a 70% des enfants actuellement qui ne le savent pas. Il y a à peu près 50% en France des adultes qui connaissent pas les droits de l'enfant. Mais quand on leur en parle, ils y sont extrêmement réceptifs. Absolument. Donc il faut... Et les enfants et leurs enseignants. Et c'est le boulot non seulement de nous, ça on le fait tous évidemment, mais c'est le boulot des pouvoirs publics aussi de le faire davantage. Alors, pour revenir à ma question de départ sur les enfants rois, peut-être qu'on devrait arrêter de se demander est-ce que les enfants vont trop loin et commencer à se demander pourquoi est-ce qu'on accepte qu'ils soient traités comme ça. Apprendre leurs droits aux enfants, ce n'est pas leur donner des outils de domination des adultes, c'est leur donner des outils de protection. Peut-être que si réellement tous les besoins des enfants étaient remplis et tous leurs droits étaient respectés, on aurait face à nous des enfants plus équilibrés. L'ambition, ou en tout cas l'espoir de cette série de vidéos, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice, d'entamer une réflexion sur le sujet, en m'informant et en partageant ce que j'apprends, et ainsi peut-être participer à changer le statu quo à travers des pistes concrètes et atteignables, parce que j'ai entendu des podcasts où les pistes qui étaient données à la fin des épisodes n'étaient pas des choses qu'on peut changer à son échelle, mais des choses qui s'adressaient plutôt aux décideurs. Et ça m'avait un peu frustrée et un peu mise en colère. Pour que vous et moi et les enfants autour de nous aient une meilleure connaissance des droits de l'enfant, pour que nous puissions réfléchir à notre rapport aux enfants, au rapport des enfants au monde, et pour qu'on puisse réfléchir à comment les aider à grandir au mieux. Alors si vous êtes prêts et prêtes à embarquer avec moi dans cette aventure pour changer notre vision de l'enfant,
Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Haut d'Antoc.